Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Alors, du coup, cette réunion est enregistrée. Je vous propose de commencer. Hem, donc bienvenue au webinaire sur identifier les professionnels du médico-social au répertoire partagé des professionnels de santé. Donc, je me présente, je suis Pauline, je suis chef de projet ESMS numérique au sein du GCS Thésis de La Réunion et ça fait 7 ans que j'accompagne les professionnels de santé dans la prise en main du numérique. Je suis accompagnée aujourd'hui de Stéphane, qui est responsable de l'équipe médico-sociale au sein du GCS Thésis. Et nous avons aussi des intervenants que je présenterai plus tard. Merci à vous d'être là. Donc, ce webinaire est enregistré, vos micros et vidéos sont désactivés. Par contre, n'hésitez pas à noter vos questions dans l'onglet questions-réponses qui est prévu à cet effet. Nous répondrons du coup à l'ensemble de vos questions à la fin de cette présentation. Pour le déroulé de ce webinaire, nous verrons aujourd'hui les bases de l'identification des acteurs du médico-social, puis Raïs Mohamed et Nicolas Chevalier du Centre d'éducation motrice de l'association Saint-François d'Assise nous partageront leur expérience. Et enfin, nous répondrons à vos questions. Donc, c'est parti, promis, ça fera pas mal. On y va. Donc, l'identification commune pour tous les acteurs de la santé. Le référentiel d'identification électronique, c'est le premier chapitre de la politique générale de sécurité des systèmes d'information en santé à être rendu opposable par arrêté ministériel. Donc le texte réglementaire qui encadre le projet RPPS est un arrêté du 28 mars 2022. L'objectif est double. D'une part, il s'agit de renforcer la sécurité en identifiant les personnes physiques et morales dans un répertoire sectoriel de référence et d'autre part, de simplifier l'accès. Le professionnel accède à ces services grâce à une identité unique, nationale et pérenne afin d'éviter de multiples identités locales pour accéder à ces différentes applications et services numériques. On retrouve l'ensemble des informations dans l'annuaire santé. D'une part, les professionnels qui sont identifiés par leur numéro RPPS et d'autre part, les structures identifiées par leur numéro FINES. Suivant la profession, l'enregistrement du professionnel n'est pas réalisé par la même autorité d'enregistrement. Il y a les professions à ordre qui, comme leur nom l'indique, ce sont les professionnels qui sont enregistrés par leur ordre. Il y a les professions à obligation d'enregistrement qui sont, elles, enregistrées par les ARS. Et il y a les professions à rôle enregistrées quand c'est utile pour accéder aux services numériques en santé par les établissements médico-sociaux. Les acteurs sont caractérisés par un rôle dans la prise en charge et l'accompagnement d'un usager. Donc RPPS, ça veut dire quoi? Première question pour vous. On va passer par les petits émoticônes pour répondre à cette question. Donc RPPS, ça veut dire Rassemblement des pros de la PlayStation. Le cœur, répertoire partagé des professionnels de santé, ou le smiley qui sourit, rougaille pistache, piment serrier. À votre avis, RPPS, qu'est-ce que ça veut dire? Je vois des cœurs s'afficher. Vous avez raison. Ça veut dire répertoire partagé des professionnels de santé. Donc le répertoire partagé des professionnels de santé, RPPS, est le fichier de référence des professionnels de santé. Il est élaboré par l'État en collaboration avec les ordres et l'assurance maladie. Il répertorie l'ensemble des données d'identification, de diplômes, d'activités, de modes et de structures d'exercice de tout professionnel de santé. Le RPPS attribue à chaque professionnel de santé un identifiant, unique, pérenne et partagé, le numéro RPPS.
Ce numéro sera conservé durant toute la vie professionnelle, quel que soit le lieu ou mode d'exercice, qu'il soit libéral ou salarié. Jusqu'à 2022, le répertoire ne concernait que les professionnels à ordre qui étaient du coup enregistrés à ce répertoire RPPS, à savoir les médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes, sages-femmes, infirmiers et kinés. Il est désormais étendu à l'ensemble des professionnels de santé ainsi qu'aux médico-social. Il intègre les professions qui étaient jusqu'ici inscrites au répertoire ADELI, comme les psychologues, orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes, etc. Et du coup, la bascule des professions ADELI se fait par vague. C'est le national qui s'en charge. À l'heure actuelle, 2 des 4 vagues ont été réalisées et la bascule de l'ensemble des professions ADELI se clôturera en fin d'année 2024. Mais surtout, le RPPS intègre désormais des professions dites à rôle qui n'étaient jusqu'ici pas clairement répertoriées. C'est le cas des éducateurs spécialisés, coordinateurs de parcours, des aides médico-psychologiques, des aides-soignants et de nombreux autres professionnels qui interviennent dans les structures médico-sociales. Cet enregistrement sera lui réalisé par les structures médico-sociales. Donc le RPPS prévoit l'ajout du rôle du professionnel au sein de la structure. Le rôle du professionnel est essentiel lors du recueil des données car il permet de définir des droits d'accès plus ou moins étendus à différents documents du médico-social. Le rôle se distingue de la profession, il apporte une information sur ce que fait le professionnel au sein de la structure. À titre d'exemple, un éducateur spécialisé pourrait avoir un rôle de coordination et d'orientation, ou un rôle d'accompagnement aux soins, ou encore un rôle d'encadrement et d'organisation de l'accompagnement selon son parcours professionnel. Si un professionnel intervient dans plusieurs structures, il peut avoir un rôle différent dans chacune de ces structures. À ce stade, 7 rôles obligatoirement saisis lors de l'enregistrement dans le portail RPPS+, pour le médico-social, ont été identifiés. Il s'agit de la coordination et orientation, administratif ou appui à l'organisation de l'accompagnement social médico-social, de l'accompagnement social médico-social à la vie sociale, professionnelle et éducative, de l'accompagnement social médico-social aux soins, de l'encadrement et organisation de l'accompagnement social médico-social, du médico-administratif et un rôle d'autres activités. Donc, avec le RPPS, tous les acteurs de la santé, qu'ils exercent dans une structure sanitaire ou dans le médico-social, en libéral, seront donc identifiés de la même manière au sein d'un répertoire commun. Donc, identifier, d'accord, mais pourquoi faire? Attention, c'est la deuxième question, c'est à vous. Pourquoi faire? Pourquoi s'identifier dans le RPPS? Le plus, c'est pour rester dans le coup. Le cœur, c'est pour sécuriser mon accès aux outils numériques en santé. Et le smiley, c'est pour faire de nouvelles rencontres. À votre avis? Je vois des cœurs. En effet. S'identifier au RPPS, ça permet de sécuriser mon accès aux outils numériques en santé. Donc, une fois que vous disposez d'un numéro RPPS, vous pouvez bénéficier d'une carte électronique d'identité professionnelle qui est dématérialisée, qu'on appelle la ICPS. Donc, via une application mobile, cette carte numérique vous permet ensuite de vous authentifier pour accéder à la forteresse des données de santé où se trouvent vos outils professionnels. Il s'agit de la messagerie de santé sécurisée pour échanger avec les autres professionnels et de mon espace santé pour déposer des documents. Aujourd'hui, ce n'est pas obligatoire, mais au 1er janvier 2026, les professionnels devront s'identifier de manière forte à leur logiciel métier DUI. Pour le moment, vous pouvez toujours vous connecter en identifiant mot de passe. En tant que structure médico-sociale, comment lancer ce projet d'identification des professionnels à rôle de votre structure? Il y a plusieurs étapes qu'on a représentées sur ce schéma.
La première, il s'agit d'identifier les parties prenantes du projet, de réaliser un cadrage, de pouvoir rédiger ou mettre à jour les procédures, de valider des prérequis techniques, qu'on verra ensemble juste après, de réaliser des petits tests pour être sûr que ça fonctionne bien et d'éprouver le process, d'avoir des éléments de communication et enfin de pouvoir sensibiliser vos professionnels de santé. Donc concrètement, qu'est-ce qu'une structure doit faire? En amont de tout enregistrement, elle doit impliquer les bonnes personnes dès le départ. On parle de la direction d'établissement, du service informatique s'il y en a un, du service ressources humaines. Le cadrage, ça reprend trois grandes questions à se poser. La première, c'est identifier les besoins en enregistrement des professionnels de mon établissement. Qui est-ce que je dois enregistrer? À quel niveau doit se faire cet enregistrement? Est-ce que c'est par quelqu'un de l'association ou est-ce que c'est par quelqu'un de l'établissement même? Et qui sera identifié comme gestionnaire d'enregistrement RPPS+. On parlait de prérequis techniques, c'est l'étape 2. Ça demande de contractualiser avec l'Agence du numérique en santé. Pour cela, vous pouvez faire soit une démarche en ligne, donc c'est le représentant légal de la structure qui doit se charger de cette contractualisation, ou alors vous avez des formulaires à compléter et à renvoyer par mail. Au niveau de la troisième étape, il s'agit d'habiliter un gestionnaire ou plusieurs gestionnaires RPPS+, qui du coup feront la démarche d'enregistrer les professionnels de votre structure. Là encore, il s'agit de l'identifier à travers soit une démarche en ligne, soit un formulaire papier à renvoyer à l'Agence du numérique en santé pour permettre à cette personne d'être bien identifiée et de pouvoir réaliser les actions. De préparer le poste en installant un lecteur de carte CPX monofente sur un poste informatique et enfin de pouvoir communiquer, c'est-à-dire sensibiliser sur le besoin de s'identifier au portail RPPS+, et communiquer sur la procédure. Il y a deux scénarios possibles pour enregistrer les professionnels de votre structure. Soit l'enregistrement du professionnel se fait par l'employeur, c'est-à-dire que la structure enregistre le professionnel sur le portail RPPS+, avec les éléments nécessaires qui ont été fournis par le professionnel. Son état civil, données de contact, sa profession, son rôle et la date de prise de fonction dans la structure. Ensuite, c'est au professionnel qui recevra un mail de télécharger l'application ICPS sur son téléphone et d'être formé ensuite par son employeur sur l'utilisation de ces nouveaux outils. L'autre scénario possible, c'est que l'initialisation de l'enregistrement sur le portail RPPS+, se fasse par le professionnel lui-même. C'est-à-dire que le professionnel va aller sur le portail RPPS+, en se connectant via France Connect et saisir lui-même les éléments nécessaires concernant ses données de contact, sa profession, son rôle et la date de prise de fonction dans la structure. Le gestionnaire RPPS, lui, validera l'inscription du professionnel et ensuite le professionnel recevra un mail qui lui dit vous avez bien été enregistré et pourra télécharger l'application ICPS sur son téléphone portable et être formé par son employeur pour accéder à ces nouveaux services. Voilà les éléments prérequis, les bases fondamentales qu'on souhaitait vous partager aujourd'hui. On va passer du coup au retour d'expérience. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Raïs Mohamed, qui est directeur adjoint du Centre d'éducation motrice de l'ASFA, ainsi que Nicolas Chevalier, qui est chargé de mission DUMS RGPD sur la cellule d'appui et de développement du pôle médico-social handicap de l'ASFA, qui ont mis en place du coup une stratégie RPPS au sein du CEM de l'ASFA. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Désolé, Euh, sur un plan technique, on n'a pas de caméra. Si Un ça petit n'a souci pas technique. d'influence sur l'enregistrement des professionnels, c'est pas grave.
on est bon. Dites-nous un peu l'enregistrement des professionnels au RPPS. Quel intérêt, vous y avez vu, vous, heu, au CEM? D'accord, alors du Comment coup, ça je vais s'est peut-être, passé? juste rapidement présenter, l'ASFA, le CEM. Tout à fait. Voilà, l'ASFA, c'est une association, à but non lucratif, voilà, implantée sur, le département déjà depuis, près d'une centaine d'années. Plusieurs activités, une activité, médico-sociale avec, voilà, des établissements, qui y sont rattachés, donc le CEM en fait partie. Il y a aussi, des services, à domicile comme les CESAD, pour enfants ou des services pour adultes, SAMSA, et d'autres établissements également, du pôle sanitaire. L'hôpital d'enfants, je pense que c'est un des établissements les plus connus certainement, de l'association Saint-François d'Assise. Un pôle aussi personnes âgées et un pôle, formation. Voilà un petit peu l'activité, grosso modo de l'ASFA. À peu près, 750-800 salariés, au total. Et donc le centre d'éducation motrice, c'est, un des établissements donc rattachés au pôle médico-social handicap. En fait, c'est un établissement qui a 2 agréments, à la fois celui d'un CEAP et celui d'un IEM. Les 2 étant, situés sur un même, endroit, géographique, et on est situé donc sur la commune de Sainte-Suzanne, à Franche-Terre. On accueille, actuellement entre, voilà, 86-90 enfants, de façon régulière, suivant différentes modalités, semi-internat ou internat de semaine. Et j'espère on aura bientôt, le plaisir d'ouvrir, une unité d'accueil temporaire également, d'ici le mois de juin. Voilà grosso modo. Et bon, pour revenir sur la question donc de l'enregistrement des professionnels au RPPS, bah, c'est vrai que historiquement, au niveau de l'ASFA, on va dire que depuis 2016, on a lancé en fait, hein, le déploiement du DUI à l'époque, dossier usager, informatisé. Et j'avais eu la chance à l'époque de faire partie des premières personnes qui étaient, un petit peu sollicitées pour, mettre en place, ce projet. Bah, d'une part parce que je pense que j'avais aussi peut-être une appétence personnelle à tout ce qui était lié au déploiement du numérique, et ça a fait que, effectivement, tout au long de ma «carrière» entre guillemets professionnelle, j'ai toujours eu ce souci-là ou cette sensibilité-là par rapport aux questions du numérique en santé. Voilà. Et on voit bien effectivement dans le cas des politiques publiques, hein, par rapport aux orientations qui ont été données, que, bah, la question du numérique fait partie d'un fort, engagement, qui a été, acté, et bah, sur lequel, les établissements sont, bah, directement, concernés. Voilà. L'intérêt aussi que j'y voyais, par rapport au déploiement du numérique, c'est que ça a des effets aussi forcément au niveau des professionnels, parce qu'on introduit davantage de transparence, que ce soit dans les écrits professionnels, dans la manière de rendre compte aussi, dans la façon dont on déploie les projets. Et donc effectivement, ça peut avoir un effet, bah, un peu perturbant, du point de vue des professionnels, parce que, bah, forcément, c'est comme si on mettait, toutes les choses un petit peu à plat, entre guillemets, au vu et au su de tout le monde. Donc, ce qui amène forcément des ajustements à la fois sur, bah, la façon dont on rédige des écrits professionnels, la façon dont, heu, on met en avant ces écrits ou on rédige des comptes rendus. Donc du coup, ça a cet effet-là bah, voilà, d'introduire peut-être plus de rigueur dans la gestion de notre posture professionnelle d'une façon générale. L'effet que moi j'y voyais aussi, c'est que dans des établissements comme le CEM, qui sont souvent composés, voilà, d'équipes pluridisciplinaires, d'un côté des paramédicaux, de l'autre côté des professionnels socio-éducatifs, et ben, le fait d'avoir, proposé, aux professionnels de commencer à s'enregistrer, et ben, certains professionnels nous ont fait la remarque que, bah, c'est comme si quelque part on venait, aligner les les prérequis en matière d'accès ou de renforcement des droits, bah, à l'endroit des professionnels socio-éducatifs, comme pour les professionnels paramédicaux qui jusqu'à présent, bah, avaient effectivement déjà,
soit un numéro RPPS ou un enregistrement ADELI. Et donc c'est vrai que c'était un effet auquel je ne m'y attendais pas, mais quelque part, c'est comme si on remettait sur un même pied d'égalité la question de l'accès aux données sensibles, que l'on vienne du secteur socio-éducatif ou paramédical et médical. Donc effectivement, ça a été un effet qu'on a pu constater quand on a commencé l'enregistrement. Et voilà, mais comme on le verra certainement par la suite, hein, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc forcément, il y a des petits ajustements. Enfin, il y a de l'accompagnement en fait au final, hein, qu'il faut vraiment penser. Et pour ça, effectivement, ça fait partie des choses qu'il faut avoir préparées bien en amont. C'est vrai que nous, on a un petit peu pas mal essuyé des plâtres parce qu'on est un petit peu parti en se disant bah tiens, on va se lancer dans l'expérimentation du RPPS. Toutes les choses n'étaient pas encore complètement, j'ai envie de dire, ficelées, hein, même du côté de la NS. On a eu à éprouver les premiers portails d'enregistrement qui n'étaient pas complètement encore aboutis. Nous étions pilotes d'ailleurs Voilà. avec ACM pour tester le portail. C'est ça. Et c'est vrai que il y a eu on a essuyé un peu les plâtres au départ, mais voilà, grosso modo, l'idée de ce retour d'expérience, c'est aussi d'inviter les collègues peut-être à prendre des précautions quand ils vont déployer leur enrôlement au RPPS+. Oui, c'est ça. Vous avez vu, vous avez essuyé pas mal de plâtres, donc si ça peut, le but de ce retour d'expérience, c'est d'aider les personnes qui souhaiteraient se lancer à aller plus vite, plus loin et en ayant voilà, les informations que vous aviez peut-être pas au C'est moment ça. où vous vous êtes lancé. Comment est-ce que vous avez fait pour lancer le process d'enregistrement au sein du CEM? Quelles ont été les étapes par lesquelles vous êtes passé? Alors c'est vrai que comme monsieur Mohamed vient de le dire, on était dans le CEM était pilote auprès de l'ANS. Ça a été une grande chance, hein, pour tester le portail. Donc on a été quand même aussi accompagné alors à la fois par le grade THESIS et par l'ANS pour organiser et mettre en place les différents process pour démarrer ce projet-là. Donc on s'est mis quand même directement en mode projet, voilà, mode projet classique, comme montré tout à l'heure sur le slide. Et on a pris quand même la décision de sensibiliser dès le départ l'ensemble des professionnels de l'établissement, alors de différentes manières et de façon progressive. C'est-à-dire que la première chose, c'est que le directeur, M. Mohamed, ainsi que son équipe de responsables de service, lors de réunions institutionnelles, systématiquement et régulièrement, commençaient à parler du RPPS+, à l'expliquer et surtout à bien informer sur les objectifs et l'utilité de celui-ci pour utiliser les services socles et effectivement en parlant d'urbanisation de la santé, hein, parce qu'on était dans Ma Santé 2022. Ensuite, en tant que chargé de mission, tous les nouveaux professionnels qui intégraient l'établissement et les établissements du pôle médico-social handicap de l'ASFA étaient systématiquement sensibilisés aussi lors de la formation au DUI, au RPPS+, et plus tard donc au cas d'usage service socle. Et les professionnels en poste, de la même façon, ont eu aussi un accompagnement spécifique de sensibilisation à ce RPPS, ce qui est très très important parce qu'effectivement, il faut donner du sens dès le départ à l'utilité de ce numéro et à l'importance de l'avoir pour pouvoir justement se connecter aux services socles, aux différentes applications de façon sécurisée, parce que l'important, c'est bien de leur faire comprendre que c'est leur identité numérique et que cette identité numérique propre, elle leur est personnelle et qu'ils vont la garder durant toute leur vie. Effectivement, en mode projet, il y a différentes étapes et comme on l'a vu tout à l'heure, il y a quand même des prérequis à respecter. C'est-à-dire qu'il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin dans ce projet-là. Et il est
impératif dès le départ de déjà contractualiser avec l'ANS, comme Madame Lambert le disait tout à l'heure. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement enregistrer l'association, le responsable légal, il faut enregistrer les différents établissements de l'association de façon à ce qu'ils soient bien reconnus dans le système au niveau du portail de l'Agence du numérique en santé et qu'on puisse sélectionner et enregistrer les professionnels dans les bons établissements. Donc ça, c'est très, très important. Ensuite, il faut déclarer les gestionnaires, à minima 2 gestionnaires d'autorité d'enregistrement. Il faut un backup au cas où. Donc 2 gestionnaires d'autorité d'enregistrement. Ces gestionnaires, leur rôle, c'est soit de valider les demandes d'enregistrement au RPPS plus des professionnels, soit d'enregistrer les professionnels directement en leur prenant les informations. Donc ça, voilà, c'est quelque chose d'assez important. Ensuite, il y a vraiment un point qui est crucial, c'est, comme le disait aussi Madame Lambert tout à l'heure, c'est un projet qui est totalement transverse, qui ne peut pas se faire uniquement via voilà, des chefferies de projet et avec les directeurs d'établissement. Non, c'est impossible. C'est-à-dire qu'il y a vraiment la direction qualité qui est extrêmement importante parce qu'il y a des procédures à faire. Il y a la direction des ressources humaines aussi, parce qu'il y a certainement des contrats, des avenants, parce qu'il y a l'utilisation de téléphones portables potentiellement personnels, parce que tous les professionnels ne sont pas dotés de téléphones professionnels, et que la ICPS, cette application, il faut bien l'enregistrer sur un téléphone. Ensuite, ça implique aussi un travail vraiment énorme de la part d'un DPO ou d'une personne référente RGPD. Effectivement, les directeurs d'établissement doivent être bien impliqués parce que c'est eux qui vont quand même porter le mode run à l'intérieur de leurs établissements et aussi la direction des services, enfin, des systèmes d'information, parce qu'il peut y avoir effectivement l'utilisation des cartes ICPS dans certaines situations de cartes physiques. Donc, on parle de lecteurs monophones, il faut les installer. Alors, les lecteurs, ils fonctionnent à chaud, oui, mais il y a une petite application qui s'appelle CPS Gestion. Enfin, voilà, il y a quelques petits prérequis aussi techniques qui nécessitent voilà, de travailler en concertation. Et vraiment, les parties prenantes sont vraiment très, très importantes dans la réussite de ce projet-là. Ok, merci beaucoup. Je crois savoir qu'au sein de l'ASFA, vous avez justement mis à jour des procédures pour encadrer cet enregistrement. C'est ce que Oui. Nicolas vous partagiez. Avec qui vous avez travaillé pour mettre en place ces procédures? C'est un peu ce que vous avez déjà dit, mais je préfère qu'on se le redise. Oui. Alors, on a travaillé essentiellement. Alors, comme le disait Monsieur Mohamed tout à l'heure, l'ASFA, c'est une association qui est composée de plusieurs pôles. Donc, le CEM fait partie du pôle médico-social handicap de l'ASFA. Et nous avions commencé à travailler sur des procédures pôle, voilà, pôle médico-social handicap. Et aujourd'hui, nous sommes justement en train de retravailler avec la direction qualité et le DPO. Donc voilà, ces procédures, elles sont essentiellement travaillées avec la direction qualité et le DPO. Et ce qui est plutôt important, c'est si une association, voilà, pour les associations qui sont un peu importantes et qui possèdent plusieurs pôles, voilà, c'est important de travailler sur des procédures harmonisées et uniformisées, voilà, de façon à gagner du temps. Et ces procédures, elles ne peuvent pas être travaillées aussi sans le service RH, parce qu'il y a quand même des avenants au contrat de travail ou des annexes à écrire pour que pour que l'utilisation se fasse dans de bonnes conditions et de façon RGPD friendly. Merci. Quel est le retour que vous avez de la part des professionnels qui ont suivi les sensibilisations, qui se sont enregistrés et où en sont les usages au sein du CEM ou même plus globalement au sein de l'ASFA? Alors les retours, ils sont
entre guillemets, plutôt mitigé pour l'instant, du fait que par rapport à notre logiciel, hein, le DUI, on n'est pas encore tous les services socles qui y soient déjà adossés. Et donc effectivement, pour les professionnels, en tout cas pour le moment, ça reste quelque chose d'un peu abstrait. Euh, voilà. Mais c'est pour ça que tout à l'heure, Monsieur Chevalier parlait du sens à donner sur les phases de sensibilisation, de formation. En fait, il faut amener les professionnels à se projeter déjà à l'horizon, on va dire, 2026 en fait, en ayant déjà à l'esprit que dans les usages prochains, il y aura nécessairement besoin d'avoir une authentification forte et que on ait une phase un petit peu de préparation en fait. Donc voilà, pour cette raison, il n'y a pas véritablement encore d'usage avéré, on va dire. Voilà, donc ça c'est effectivement pour l'instant peut-être un retour un peu frustrant de la part de certains professionnels, mais bon, à partir du moment où ils voient qu'il y a une dynamique qui est en train de s'installer et qu'elle est généralisée à l'ensemble du pôle et d'autres établissements, bon, ils se doutent quand même qu'il y a quelque chose qui va profondément changer dans les années à venir ou dans les mois à venir plutôt maintenant. Ouais, et puis nous, au niveau des enregistrements, alors on est plutôt bien au niveau du pôle médico-social handicap de l'ASFA. On a utilisé un levier qui a bien fonctionné, qui est tout simplement, on a créé un défi RPPS+, un jeu pour motiver les professionnels à s'enregistrer. Alors bon, tout simplement, hein, on a créé un formulaire de participation, on a créé un jeu avec un règlement, donc avec certifié RGPD, avec un formulaire de participation certifié RGPD, où on les invitait à faire une demande d'enregistrement au RPPS+, ou à venir s'enregistrer lors de demi-journées que l'on a mis en place dans les établissements. Donc c'est vrai que pour que ce jeu soit plutôt motivant, il y avait 5 gros lots à la clé. Des carottes. Voilà, des grosses carottes qui ont motivé tout le monde et qui ont fait qu'on a pu enregistrer la majorité de nos professionnels à rôle. Voilà. Donc aujourd'hui, la majorité de nos professionnels à rôle ont un RPPS+. On a beaucoup communiqué ensuite sur effectivement l'utilité du RPPS+, on l'avait fait avant, pendant et après. Pareil pour la création de leur carte ICPS. Là, aujourd'hui, effectivement, pour continuer un petit peu ce que disait Monsieur Mohamed tout à l'heure sur les cas d'usage, ce qui aujourd'hui, on n'est pas encore dans l'utilisation véritablement de la MSS et du DMP hein, et du ProSanté Connect pour être parlé directement, tout simplement parce que nous sommes en train de travailler sur une procédure asphasienne, RH, et de mettre à jour les contrats de travail de nos salariés. Voilà, tout simplement. Donc, c'est lorsque cette phase sera terminée, elle est en cours. Alors, effectivement, on aurait préféré qu'elle se termine un peu plus tôt, mais on est une association importante, donc ça prend un peu de temps. Mais logiquement, d'ici 1 mois et demi à 2 mois, nous pourrons démarrer vraiment l'utilisation de ProSanté Connect, de la messagerie sécurisée de santé et l'accès aux dossiers médicaux partagés de nos patients, usagers et résidents. Voilà, donc on est dans les starting blocks en fait pour utiliser les services socles. Il nous manque pas grand-chose. Alors effectivement, Pauline l'a bien montré tout à l'heure dans le phasage de son projet. C'est très important de procédurer en amont. Voilà. Nous, on a fait cette petite. On a fait. Alors, on devait procédurer en amont, mais les choses n'ont pas été, ne sont pas passées comme prévu de ce côté-là. Mais oui, c'est très important de procédurer en amont de façon à ce qu'il n'y ait pas de graines dans l'engrenage juste au moment où en fait on peut basculer sur l'utilisation des services socles. Peut-être juste, vous parliez de l'ensemble des professions à rôle qui ont été, enregistrées au sein du CEM. Est-ce que vous pouvez nous donner les différentes professions, peut-être, que vous avez au sein, du CEM pour Oui. permettre, aux participants de voir un petit peu, de quelle profession on parle?
Alors, dans les professionnels, bon, il y a les thérapeutes, on va dire, qui constituent tout le volet en termes d'accompagnement thérapeutique, hein, ergothérapeute, kinésithérapeute, infirmier, etc. Et ensuite, dans les métiers à rôle dont vous parliez tout à l'heure, on a essentiellement des éducateurs spécialisés, certains qui sont effectivement dans des fonctions ou rôles d'accompagnement éducatif auprès donc, des enfants, mais d'autres qui sont sur des fonctions, des rôles différents, notamment des coordinateurs de projets. Et ensuite, on a d'autres professionnels sur le volet socio-éducatif, donc notamment des AMP, enfin anciens diplômes AMP ou AES maintenant, des auxiliaires puères, voilà, principalement. Secrétaire. Ah oui, et ensuite secrétaire aussi sur le plan administratif, assistante sociale, musicothérapeute, art thérapeute. Voilà. Et, au niveau de la dernière question, c'est un peu une perspective et des conseils pour les structures qui souhaiteraient se lancer. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil pour du coup les structures qui se lancent en gardant aussi peut-être en perspective cet horizon de janvier 2026 qui paraît loin, mais en même temps dans un projet informatique, c'est pas si loin que ça. Qu'est-ce que vous en pensez, C'est ça, Monsieur Mohamed? c'est clair. Ouais, il faut vraiment un peu le nerf de la guerre, c'est un peu la communication. Il faut Mm. beaucoup communiquer, beaucoup sensibiliser, beaucoup expliquer et donner du sens en fait à l'information que l'on transmet. Il faut qu'ils puissent se projeter. Mhm. Projeter en fait l'utilisation de ces services socles en fait via le RPPS dans leur quotidien. Donc on est loin, ils sont loin, hein. La majorité des professionnels sont assez loin du numérique, hein. Ils utilisent un DUI tous les jours, certes, mais ils sont dans la prise en charge. Donc il faut vraiment que toutes ces informations-là, ils puissent se les approprier et les réintégrer, se les projeter dans leur quotidien. À quoi cela va réellement me servir dans la prise en charge et la sécurisation des données de l'usager que je suis en train de prendre en charge. Donc ça, c'est très important, la communication. Ensuite, tout à l'heure, comme je le disais, c'est vraiment un projet, enfin, ce sont des projets, tout ce qui est RPPS, tout ce qui tourne autour du RPPS, ce sont des sujets très transversaux, très transversaux. Donc, il faut vraiment que tous les services de l'association soient associés à ce projet-là et soient acteurs du projet. Et puis, l'important aussi de respecter les différentes phases. Voilà, il faut vraiment contractualiser les prérequis techniques, bien nommer les gestionnaires, penser backup, voilà, de façon à ce que les, les choses s'intègrent de façon très fluide dans l'utilisation du DUI quotidiennement. Ça, c'est vraiment important. Et ce qu'on tenait aussi à souligner avec M. Chevalier, c'est le fait que pendant toute la démarche aussi, donc il y a eu forcément l'accompagnement des services, hein, et des personnes de l'ANS qui nous ont pas mal accompagnés. Alors peut-être que c'était lié au fait que c'était une phase expérimentale et qu'à ce moment-là, ils avaient aussi besoin à leur niveau d'éprouver voilà, leur portail, de voir si tout se passait bien. Donc ça, c'était vraiment très important pour nous. Et ce qui est aussi important pour nous, ça a été aussi pendant tout le process d'avoir bénéficié de l'accompagnement du GCS Thésis aussi, que ce soit voilà, dans matière de conseil, de facilitation de liens aussi avec l'ANS, et voilà, de nous accompagner vraiment tout au long de la démarche. Donc ça a été vraiment aussi quelque chose de très bénéfique et qui, malgré le fait voilà, qu'on était au départ sur quelque chose d'un petit peu expérimental et puis qu'on ait eu à essuyer quelques plâtres, finalement, les choses se sont plutôt bien déroulées. Voilà. Après, ce qu'on ne maîtrise pas, effectivement, c'est la temporalité aussi, hein, du développeur sur le fait de déployer certains services socles sur son outil. Mais voilà, en tout cas, on est déjà prêt. Les professionnels sont aussi informés et sont prêts aussi. Et au final, c'est ce qui importe le plus, quoi.
que ça réponde à un besoin aussi Oui. des professionnels, quoi. Ouais. Et ben, on va passer du coup à un temps de questions-réponses. Je regarde du coup, les questions. Je vois une question concernant les secrétariats. Donc, on y reviendra sur une slide juste après. Les secrétaires sont du coup concernés par le projet RPPS. Pour autant, il y a une phase pilote qui va se lancer d'ici la fin de l'année. Aujourd'hui, en tant que telles, elles sont pas enfin, c'est pas aujourd'hui, c'est pas possible de les enregistrer. Il y a une phase pilote qui va être lancée là par l'ANS pour justement couvrir ce cas d'usage très spécifique que sont les secrétaires. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Monsieur Chevalier et Monsieur Mohamed sont là pour répondre à vos questions aussi. Donc, n'hésitez surtout pas si vous avez besoin d'éléments complémentaires. Ah, il y a des questions qui sont en cours de rédaction. Alors, une question de Madame Bagard. L'ICPS n'est accessible que par l'application, soit avec un téléphone portable ou possibilité par email. Vous avez du coup la nécessité d'activer votre ICPS, donc sur votre application mobile. Donc vous avez besoin de votre téléphone portable. Au cas où le professionnel n'a pas de téléphone portable. Eh ben, c'est toute la problématique qui avait été du coup identifiée par l'ASFA, je pense au début, Voilà, mais qui c'est était ça. liée. Ouais. Est-ce que Eh Nicolas bien, ou c'est juste, Monsieur Chevalier, voilà, tu veux rajouter quelques éléments c'est là-dessus? justement pour cela qu'on a pris un petit peu de retard dans l'utilisation, enfin, dans les cas d'usage, là, voilà, dans le déploiement de mode run au niveau des cas d'usage. C'est tout à fait ça, c'est que la ICPS, le RPPS, c'est un numéro personnel, hein, donc la carte de professionnel de santé, c'est une carte personnelle. Donc la ICPS, même si elle est dématérialisée, c'est une carte personnelle, donc qui peut être effectivement installée soit sur un téléphone professionnel, soit sur un téléphone personnel. Nous, à l'ASFA, bon, la majorité des professionnels n'ont pas de téléphone professionnel, donc cette carte ICPS, il va falloir l'installer sur leur téléphone personnel. Et pour qu'ils l'installent et qu'ils acceptent d'utiliser leur téléphone personnel dans le cadre de leur profession, tout simplement, il faut mettre à jour les documents RH. Et nous, justement, notre service RH est en train de travailler sur le sujet pour toute l'ASFA de façon à ce que cette utilisation de téléphone personnel soit tout simplement encadrée par le droit du travail et les contrats. Merci pour cette précision. Je passe à une autre question. Sarah demandait quand est-ce que les salariés pourraient s'inscrire au ICPS. Alors, si on reprend un peu le process, je ne sais pas si côté ASFA, vous voulez reprendre un peu les étapes avant de demander sa ICPS. Il y a d'autres étapes à
Avant de valider. demander la ICPS, effectivement, il faut déjà demander le numéro RPPS. Donc, le professionnel, il a 2 choix. Soit il se connecte sur le portail d'enregistrement RPPS et il demande à l'ANS qu'on lui affecte un numéro. Voilà. Donc là, il va effectuer cette demande. Il va aussi mettre l'établissement dans lequel il travaille. Et c'est le gestionnaire d'autorité d'enregistrement qui a été choisi au niveau de votre association, qui va valider la demande qui a été faite par le professionnel. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième, c'est le professionnel qui prend contact avec le gestionnaire d'autorité d'enregistrement ou sa direction, son responsable de service. Et là, c'est le gestionnaire d'autorité d'enregistrement qui collecte les données pour réaliser l'enregistrement sur le portail ou qui réalise l'enregistrement sur le portail avec le professionnel à côté de lui. Voilà. Une fois dans les 2 cas, dans les 2 scénarios que le professionnel donc, a été enregistré, il reçoit sur sa boîte mail son numéro RPPS et une fois qu'il a son numéro RPPS, il va pouvoir créer sa carte ICPS via l'application. Alors, via l'application directement, si c'est un professionnel à rôle et si c'est un professionnel qui a déjà en fait une carte de professionnel de santé physique, donc il y avait déjà un numéro RPPS+, là c'est via au préalable une petite action avec sa carte via son poste de travail informatique et via son téléphone portable pour activer cette carte ICPS. Dans tous les cas, il n'y a rien de compliqué et c'est relativement rapide, mais le prérequis, c'est d'avoir déjà le numéro RPPS+. Merci beaucoup. Je vais peut-être enchaîner avec une question de Nicolas Dangean, que je vais vous poser, à vous côté CEM, voir si vous avez eu, un cas et vous me direz: «Avez-vous un exemple d'échange de données avec un service hospitalier dans l'accompagnement, d'une personne?» Est-ce que dans vos cas Mmh, d'usage qui ont été peut-être aussi, identifiés, il y a un cas d'usage avec, des échanges, avec un service hospitalier? Pour alors ça peut-être, fera nécessairement partie, oui, des usages à venir. Pour le moment, en fait, comme disait monsieur Chevalier, on n'a pas encore, structuré, cette modalité-là parce qu'on n'utilise pas encore la MSS, en fait. On a préconfiguré, il me semble, Mhm. déjà les comptes, mais du coup, on ne les a pas encore, utilisés. Voilà. Donc oui, ça sera nécessairement, une possibilité. À l'heure actuelle, bon, souvent quand on a, par exemple, des enfants qui ont besoin de partir, soit dans le cadre d'une hospite d'urgence ou dans une hospite toute simple. On sort pour l'instant via notre DUI un dossier de liaison unique, ce qu'on appelle le DLU, qui sert de transmission. Donc soit il est transmis sous pli cacheté. Voilà, pour l'instant, on est encore sur ce mode de fonctionnement-là en termes d'échange. au niveau régional, je vais peut-être te donner une vue un petit peu plus macro. Au niveau régional, les structures, sanitaires sont en capacité, d'envoyer les comptes rendus, du coup, aux destinataires, donc aux médecins, soit aux médecins adresseurs, soit aux médecins traitants, via messagerie de santé sécurisée, si le professionnel destinataire a choisi de recevoir, de manière, dématérialisée, son compte rendu. C'est-à-dire que du moment que la personne passe dans un service, hospitalier et que, le médecin est bien identifié comme destinataire et que, de son côté, il a fait le choix de recevoir le compte rendu, sur sa messagerie de santé sécurisée. Du moment que le compte rendu est validé au niveau du médecin hospitalier, il va être envoyé de manière dématérialisée. Donc, en termes d'utilité et d'efficience, le médecin traitant, moi, les retours que j'avais, dans une autre vie quand j'étais en lien avec, la médecine de ville, c'était, bah,
Mon patient est passé, du coup aux urgences, cette nuit et ce matin, je me connecte, je vois que j'ai le compte rendu et je sais ce qui s'est passé et je peux assurer la suite, de la prise en charge. Donc Mmh. voilà, des éléments, qui étaient, du coup, à vous partager au niveau, peut-être plus macro. Là, c'est vrai qu'au niveau des structures, sanitaires, les professionnels qui sont souvent identifiés, comme destinataires de la messagerie de santé, enfin, via messagerie de santé sécurisée, les destinataires, c'est souvent les médecins, médecins traitants, médecins hospitaliers. Hem, mais sachez que la possibilité aussi des structures d'envoyer les comptes rendus, sur, Mon espace santé, permet du coup à l'usager d'avoir, les éléments sur son espace, santé et après aux structures, à terme d'aller, consulter cet espace santé. On va en parler, juste après, en termes de perspective. Il y a ça aussi qui est en cours de réflexion au niveau national, c'est la consultation du dossier médical partagé de l'usager, par les professions, à rôle. Ça c'est aussi quelque chose qui est très attendu, par les professionnels. Et du coup, ça permettra aussi de répondre à la question sur les secrétaires puisqu'il y a une phase pilote qui est en cours, courant, 2024. Donc si ça vous va, je vois qu'il y a pas d'autres questions, je vais vous montrer ces éléments-là sur, une frise chronologique, qui, synthétise le chemin parcouru. À savoir que vous avez depuis, 2009, la création du RPPS. Et ensuite, un arrêté qui est venu encadrer, davantage, le RPPS en 2017. Au niveau des professions, ADELI, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des différentes bascules qui sont opérées, par le national. Donc, les infirmiers ont déjà, tous migré, au RPPS, dès 2021. L'arrêté du 28 mars 2022 a permis, d'inclure les professionnels du médico-social au répertoire partagé des professionnels, de santé et du coup, en termes de nouvelles bascules, vous voyez que, il y a eu dès 2023 la bascule des ADELI, du lot 1. Le lot 1 qui représentait les assistants dentaires et les assistants de service social qui ont basculé du coup, au RPPS et le RPPS a également été ouvert aux préparateurs en pharmacie d'officine le 17 juillet 2023. Fin d'année dernière, la matrice d'habilitation du dossier médical partagé a été publiée et a inclus du coup les professionnels du médico-social, qui permet d'encadrer du coup, à quoi ont accès les professions du médico-social suivant leur rôle, dont on a parlé tout à l'heure. Au niveau des autres vagues de bascule des numéros ADELI, des professions ADELI dans le RPPS, le 13 mars 2024 dernier, il y a eu la bascule de 5 nouvelles professions ADELI dans le RPPS, à savoir les techniciens de laboratoire médical, les manipulateurs radio, les diététiciens, les psychomotriciens et les ergothérapeutes. Les autres professions ADELI, seront basculées d'ici la fin de l'année, ainsi que les secrétaires médicales qui, auront une phase, pilote qui débutera, très bientôt. Les autres éléments à vous partager, donc c'est sur la consultation, du DMP. Donc concernant l'accès au DMP pour les professionnels à rôle, des négociations sont en cours avec, l'assurance maladie pour rassurer sur la sécurité autour de l'enregistrement des professionnels. L'ANS connaît du coup, les demandes, de l'assurance maladie et ils sont en train de finaliser un plan d'action pour y répondre. Pour le moment, il n'y a pas de date précise qui a été, donnée, pour permettre, du coup,
la consultation du DMP, mais en tout cas, il y a de gros travaux qui sont en cours. Il y avait une réunion hier après-midi et du coup, ces éléments ont été partagés lors de la réunion d'hier. Donc, c'est vraiment tout frais. Il y a des discussions en cours entre l'Agence du numérique en santé et l'assurance maladie pour permettre cette consultation du DMP. Pour les professions ADELI, j'ai repris ici les différentes dates de bascule avec du coup les différentes professions, heu, ainsi que les modalités pour aller s'enregistrer, pour mettre à jour en fait les coordonnées de contact qui permettent de disposer de la carte ICPS. Donc vous voyez qu'il y a déjà 2 vagues qui ont été réalisées en 2023 et 2024. Courant juin 2024, il y aura les psychologues, opticiens lunetiers, audioprothésistes, orthopédistes, orthésistes, orthoprothésistes, podo-orthésistes, épithésistes et ocularistes. Et courant septembre 2024, ce sont les orthophonistes, orthoptistes, ostéopathes, psychothérapeutes, chiropracteurs et l'inclusion des secrétaires médicales dans du coup une phase pilote. Voilà les dates qui ont été données par l'Agence du numérique en santé concernant les dernières bascules des professions ADELI au RPPS. Et sachez que du moment que vous avez si vous êtes profession ADELI, vous pouvez aller sur l'annuaire santé, tapez votre nom et vous voyez si du coup vous faites partie des vagues de professions qui ont déjà été basculées, vous allez voir votre numéro RPPS. Vous êtes invité du coup à aller sur le portail iRPPS pour mettre à jour vos coordonnées de contact, c'est-à-dire votre numéro de téléphone portable et votre mail qui vous permettront du coup d'aller activer votre ICPS. Voilà en termes d'éléments à vous partager aujourd'hui concernant le mode opératoire pour activer sa ICPS en tant que profession ADELI, anciennement ADELI. Vous aurez dans le PowerPoint qui vous sera diffusé des liens pour aller plus loin, à savoir les guides d'appui à l'enregistrement des professionnels à rôle, les fiches pédagogiques, comment accéder au portail RPPS+, et aussi une vidéo sur comment activer sa ICPS. Voilà, vous aurez l'ensemble de ces liens qui vous sera partagé. Enfin, les prochains rendez-vous, il reste 2 webinaires qui auront lieu du coup les 2 prochains vendredis, toujours sur le créneau 14h-15h, avec du coup vendredi prochain la mise en place d'un espace sécurisé. Le but étant de partager et d'échanger des informations sensibles via la messagerie sécurisée de santé et le dossier médical partagé. Donc le but, c'est de vous présenter le mode opératoire. Et il y aura du coup la Fondation Père Favron qui viendra partager son expérience sur la mise en place de la messagerie sécurisée de santé. Et pour la présentation de mon espace santé, ça aura lieu le 3 mai. Le but, c'est de vous présenter les fonctionnalités, le déploiement qu'il existe à La Réunion et les actions qui sont mises en place dans les différentes structures médico-sociales qui sont ambassadrices Mon Espace Santé, où là, ça sera du coup l'association Claire Joie qui est impliquée dans l'expérimentation Mon Espace Santé et qui est aussi ambassadrice Mon Espace Santé, qui viendra du coup partager son expérience. Je regarde s'il y a d'autres questions qui sont apparues depuis. Je vois une question de Madame Bagard sur les établissements médico-sociaux. Doivent-ils faire remonter cette info à leurs salariés concernés ou peut-on attendre que l'ensemble de la structure se mette en ordre de marche? Vous parlez de quel enregistrement au portail RPPS+, ou alors c'est pour les professionnels ADELI qui sont passés au RPPS?
passage de ADELI à RPPS. Je sais que certaines professions communiquent. Je pense aux psychomotriciens. Il y a une communication nationale qui a été envoyée à l'ensemble des psychomotriciens de Lille. Du coup, si vous souhaitez aussi, vous, en tant que fondation Perfavon, communiquer auprès des professionnels, anciennement ADELI qui sont au sein de votre structure, ça peut être aussi une démarche intéressante, surtout si vous prévoyez de mettre en place, l'utilisation des services socles au sein de vos structures. Si vous avez des supports de communication, on est preneur. Je vous enverrai du coup, moi, les éléments que j'ai avec l'ensemble des liens qui permettent, du coup de suivre des pas à pas pour, permettre aux professionnels, d'avoir, des informations et je vous relayerai les informations que moi j'ai de mon côté. Je vous remercie, d'avoir, du coup participé, à ce webinaire. J'espère que ça a répondu à vos questions. Merci infiniment, à Nicolas Chevalier et Raïs Mohamed d'avoir partagé, du coup leur expérience, Grand et plaisir puis pour l'invitation. c'est normal, vous étiez du coup, précurseur sur ce sujet et vous avez du coup atteint aussi, je tiens à le partager aujourd'hui, vous avez atteint des chiffres assez, records au niveau national sur l'enregistrement des professionnels du CEM. Donc félicitations à vous et puis bonne continuation dans, Merci. du Merci. coup Et le on suivra l'actualité pour les autres retours d'expérience. Oui. ça marche. Très bonne fin de journée, à vous et puis j'espère, à la semaine prochaine. Au revoir. Si, au revoir. Au revoir.